que je vous propose déjà, c'est de commencer par une petite introduction, une brève introduction historico-juridico tournée vers l'avenir des différentes formes d'accession à la propriété, d'évolution des droits réels aussi. Sur ces questions d'accession à la propriété, en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu deux grands axes, deux grands types d'outils qui se sont développés. C'est-à-dire des outils où, en fait, on conservait la pleine propriété, mais dans le cadre de la conservation de la pleine propriété, on visait à diminuer le coût de l'accession à la propriété. Et donc là, c'est tout le développement qu'on a eu, notamment en Île-de-France, puisque c'est ce que je connais le plus, sur tout ce qui a été clause antispéculative et charte antispéculative signée avec les promoteurs et aussi avec les aménageurs. Bon, donc ça, on n'en parlera pas puisqu'on est sur un mode très classique après d'accession à la propriété. On a juste limité les coûts d'acquisition des fonciers via le contrat ou via des chartes. Et puis, il y a toute une autre gamme d'outils qui se sont développés, faisant en sorte qu'on n'accède pas totalement, pleinement à la propriété. Soit parce qu'on n'accède pas à la totalité de la propriété, soit on n'accède pas immédiatement à toute la propriété. Cette idée d'une propriété, de partie de la propriété, est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. En fait, on retrouve déjà dans d'autres pays ces systèmes où, par exemple, on ne va acquérir que l'enveloppe intérieure du logement et pas sa structure. Donc, des systèmes où on loue le terrain et on achète la construction. Donc là, on se rapproche plus de ce que l'on va évoquer un petit peu plus tard. Des systèmes où on achète aussi ensemble, en indivision avec une structure, alors plus ou moins étatique, mais qui, par exemple, va mettre en place une convention d'indivision. Donc ça se fait déjà dans certains pays étrangers. Et puis, sans partir aussi loin, ce qu'on rencontre à Lyon, les baux des hospices de Lyon, alors finalement, c'est effectivement une particularité locale, mais ça répond à un certain type de besoins, parce que dans le secteur concerné, les hospices ne vendent pas leur terrain, et donc on retrouve, et on est souvent interrogé, alors souvent c'est les personnes qui passent un petit coup de fil, parce que vous êtes dans l'immobilier, vous disent « Ah, mes enfants vont acheter un appartement à Lyon, c'est bizarre, ils ne l'achètent que pour 40 ans ou pour 60 ans ». Mais ça correspond quand même à un système où on est habitué à ne pas acquérir la propriété perpétuelle. Et il y a quand même pas mal de gens qui, à Lyon, ont un appartement dont ils ne sont pas propriétaires perpétuels sans que ça leur pose des soucis majeurs. Et en fait, si on veut synthétiser la situation dans tout ce qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années, qui est en fait une sorte de bouillonnement sur la problématique de l'accession à la propriété, sur en fait partie de ce qui compose la propriété, soit en temps, soit en contenu juridique, soit même en contenu physique, eh bien en fait on distingue trois grands types d'outils qui sont des outils de démembrement de propriété, où en fait on sépare le foncier du bâti. Dans la loi Elan, on commence à voir des choses qui est le démembrement de l'immeuble, la division de l'immeuble, où on sépare les parties communes des parties privatives pour diminuer le coût d'accession au logement. Et aussi, ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est des principes d'accession progressive à la propriété. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça commence avec le pass foncier. Pass foncier, c'est en 2006. C'était juridiquement concevable d'avoir ce système effectivement en 2 temps sur du foncier pour la construction individuelle. Encore qu'on s'est rendu compte que l'expliquer aux candidats acquéreurs, c'était pas si facile que ça. Mais effectivement, on a buté sur l'application du dispositif au collectif, où là, on s'est dit, si c'est aussi compliqué que ça, même pour nous, ça va être encore plus compliqué de le vendre à des acquéreurs potentiels. La deuxième étape, on est à la fin de la deuxième mandature de Bertrand Delanoë à Paris, où on a une explosion du prix du foncier et des prix de sortie. Et c'est l'idée de Jean-Yves Manot qui est de mettre en place des baux amphithéotiques pour donc diminuer le coût du foncier.
On a été amené à beaucoup travailler sur ce sujet, et donc cette réflexion de Jean-Yves Manot a donné lieu en 2014 au Brilot, bail réel immobilier logement, qui visait à démembrer le foncier du bâti et visait, via des clauses antispéculatives, contrôler les cessions, sachant que les Brilot étaient en fait faits pour le logement intermédiaire. Et en parallèle du Brilot a été développé un autre outil qui est le BRS-OFS, dont mon voisin va parler, et dont Jean-Luc va dire un mot. Le dispositif en lui-même présente pas mal de particularités juridiques, pas toujours d'ailleurs simples à analyser et à organiser. Le point clé, c'est son système de rechargement, puisqu'effectivement, à chaque fois que le titulaire du BRS va céder son bail, donc à un occupant qui va utiliser le logement pour sa résidence principale ou un investisseur qui va le louer à usage de résidence principale, en fait, ce contrat se trouve rechargé pour une durée équivalente à sa durée initiale. Au fil du temps, ce contrat se recharge lors de chaque session successive. Deuxième grande thématique, on démembre l'immeuble, c'est-à-dire qu'on se dit que finalement, il est peut-être intéressant de n'être propriétaire que de l'endroit où on habite, et que en revanche, tout ce qui est partie commune d'un immeuble pourrait rester propriétaire d'un institutionnel ou d'un bailleur social. Rien que aujourd'hui dans la loi Elan, pour régler la problématique des copropriétés en difficulté, a été instituée dans le CCH la possibilité pour des opérateurs publics d'exproprier des parties communes pour permettre de faire en sorte de sauver les copropriétés. Et également, ce qui est intéressant, c'est que dans une ordonnance de 2019, il est désormais possible de permettre aux locataires HLM de n'acheter que les parties privatives d'un immeuble, et donc on arrête le temps de la copropriété pour devenir éventuellement progressivement propriétaire des parties privatives, des parties communes. Enfin, dernier sujet en 1 minute, on va être rapide. Autre grande thématique, mais je sais que ça tient beaucoup à cœur de Benoît Paru qui va intervenir ce soir, c'est l'idée aussi de se dire on fait de la propriété, on accède à la propriété de manière progressive avec des retours à des concepts finalement assez anciens, la location-accession. Tout à fait, la location-accession dans 84 pour mémoire, avec effectivement un dispositif qui présentait l'intérêt en fait d'associer l'accédant qui, pendant la période de jouissance, conserve sa liberté d'acquérir ou de ne pas acquérir. D'ailleurs, la Cour de cassation nous précisait qu'il fallait bien qu'il y ait une simple promesse de vente. Il ne fallait pas qu'il y ait un transfert certain de propriété, mais avec un mécanisme qui, pendant cette période-là, permet à l'accédant qui n'est pas encore copropriétaire de pour autant se trouver simili-copropriétaire et donc déjà associé à toute une typologie de décisions et de dépenses en cette qualité de non encore propriétaire, mais déjà quand même impliqué dans son immeuble. Le point intéressant quand même que j'ai trouvé, c'est la proposition 44 du rapport, parce qu'effectivement, il est proposé de simplifier les régimes des baux superficiaires dont on dispose aujourd'hui dans notre arsenal juridique, donc baux amphithéotiques et baux à construction. Le rapport reprend effectivement cette idée de dire finalement autant fondre tout ça dans un régime unique d'un bail réel immobilier qui serait composé de modules qu'on pourrait tout à fait combiner en fonction, je dirais, du programme et des intérêts respectifs que l'on souhaite défendre ou des objectifs que l'on veut atteindre. Donc très honnêtement, c'est vrai que je suis très heureux de voir que cette proposition reprend vraiment cet objectif de simplification des outils. Je vais me tourner vers Martin Lepoutre. Vous allez nous parler de comment la ville de Zurich a pris les choses en main pour maîtriser le foncier et y créer une offre de logement assez particulière. Donc je vais vous parler donc de la 3e voie du logement en Suisse, avec un focus sur le cas de Zurich. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est avant tout l'investissement des ménages dans le prix du logement. On voit ici un historique de 1965 à 2000 avec un tunnel dit historique des prix de plus ou moins 10% et un décrochement considérable depuis les années 2000 qui continue.
Quand on rapproche ce diagramme avec le taux de propriétaires en Europe, on remarque que les pays les plus attractifs, dont la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, sont les pays où on a le moins de propriétaires en Europe. Lorsqu'on regarde un autre comparatif, c'est le ranking Mercer sur la qualité de vie. On a Vienne en premier, Zurich en deuxième, Munich en Allemagne en troisième. Je vais parler donc de la Suisse. On a 56% de locataires sur le territoire, 34% de propriétaires et également un tiers secteur qui équivaut à près de 9% aujourd'hui, dont l'évolution tend à augmenter. Ce tiers secteur, il s'agit du logement coopératif. On le voit ici sur le plateau suisse. 160 000 logements appartiennent à des maîtres d'ouvrage d'un type particulier. Je vais du coup en parler plus précisément. Zurich étant la capitale des coopératives, la ville a voulu garder une notion d'intérêt général et avait prévu son extension en faisant des réserves foncières considérables. Du logement abordable, essentiellement basé sur la cité jardin, on en a parlé tout à l'heure, et qui représente aujourd'hui 24% du parc locatif à Zurich. On est près d'un tiers, en tout cas c'est les engagements de la municipalité pour l'horizon 2050. Les coopératives répondent également à des populations ciblées, les plus fragiles. On a ici du logement senior porté par une fondation. Je ne vais pas vous parler de tous les projets, mais on a une diversité de typologies qui est énorme, permise par plus de 120 coopératives qui s'adressent à des types de populations variées. Une coopérative est un groupe d'habitants, en tout cas sur le modèle suisse, qui est collectivement propriétaire via une société coopérative d'un immeuble. Et ils vont ensemble financer la construction de cet immeuble pour pouvoir le louer à prix abordable. Ce type de montage implique une participation accentuée lors de la phase de conception, mais également un financement participatif qui est en général cautionné par la ville et par différents organismes qui permet d'accéder à des conditions de financement très avantageuses. La mise à disposition de foncier à conditions favorables, que ce soit via une vente à prix d'intérêt général, à coût plafonné, ou bien un bail amphithéotique, réduire les apports et améliorer les conditions de financement. En fait, dans le droit français également, les coopératives d'habitants existent. Elles sont inscrites dans le titre 2 de la loi Allure consacré à l'habitat participatif. Au Crédit Mutuel, nous finançons des projets d'habitat participatif sous cette forme avec des clauses antispéculatives. Je vais passer la parole à Christian Chevet pour qu'il nous fasse part de son expérience sur la montée en charge de l'OFS, qui est encore une fois une mesure qui était prévue dans la loi Allure de 2014. On a été créé en 2017 à l'initiative des coopératives HLM d'Île-de-France. Les coopératives HLM d'Île-de-France, c'est une douzaine de coopératives actives qui réalisent, bon an, mal an, entre 1500 et 2000 logements par an. Avec un produit phare qui est le PSLA. Donc ces coopératives ont créé un OFS évidemment à forme coopérative, puisque ça fait partie de notre ADN, avec surtout l'objectif de reproposer une offre d'accession sociale à la propriété sur des territoires tendus, hyper tendus, donc on va parler surtout de première couronne, où on n'arrivait plus à aller avec notre PSLA, monter des opérations. On ne pouvait plus monter d'opérations, tout simplement parce que le foncier était trop cher. Et dans le monde HLM, quand vous faites de l'accession, la réglementation nous impose un prix maximum qui est quand même pas rien, puisque c'est plus de 5 000 € par logement au mètre carré. Et quand vous avez des fonciers qui sont à 1500, 2000, on est en toute première couronne, à ce prix-là, vous ne sortez plus, quoi. Donc il y avait toute une frange du territoire francilien sur lequel on ne pouvait plus proposer d'accession sociale. On n'a jamais vraiment été aidé pour faire du PSLA, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, puisqu'il y a les élus hésitent toujours beaucoup à dire « je subventionne l'accession sociale », sachant que derrière, les ménages, dans 5-10 ans, vont revendre et vont faire une plus-value qui, celle-là, ne sera pas évidemment repartagée avec la puissance publique.
Et on se dit, finalement, le BRS, c'est quand même vraiment mieux aujourd'hui, parce qu'avec le BRS, on encadre le montant de la revente. Donc il y a eu, quand je dis il y a une aide publique, il y a surtout une aide fiscale sur le BRS, puisque c'est une TVA à 5,5. Et dans notre modèle, évidemment, qui est pas... J'insiste sur notre modèle, parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a 2 grands modèles d'OFS qui se dessinent. Il y a celui qui est porté par les collectivités locales. On est sur des fonciers qui sont apportés par les collectivités locales et qui sont évidemment très subventionnés. Dans notre modèle à nous, c'est un OFS d'opérateurs, donc nos opérateurs qui sont des coopératives HLM et aussi des organismes HLM, donc proposent des opérations à l'OFS en BRS et avec un foncier qui est acheté au prix. S'il est subventionné, tant mieux, ça permettra de baisser le montant de la redevance, mais on est sur un modèle économique où le foncier est acheté au prix de marché. Alors, évidemment, je vais faire très attention quand on dit au prix de marché, parce que on voit qu'il y a beaucoup de surenchères souvent sur les fonciers, et on ne souhaite surtout pas, par ce dispositif, contribuer à faire encore un peu plus de surenchères. On est sur un modèle traditionnel HLM locatif, où on emprunte sur du très long terme, notamment des prêts Gaïa à 80 ans. Ça permet d'avoir un effet de levier suffisant pour proposer une offre de logement à un prix qui, par rapport au marché libre, est environ 30% en dessous. Donc il y a 15 points de TVA, puisqu'on est en TVA à taux réduit, et puis il y a l'effet dissociation du foncier qui fait entre 10 et 15-20% selon les produits. Nous, dans notre modèle, vous n'avez pas de subvention. Voilà, tant que la Caisse des dépôts, la Banque du territoire nous suit, et à ce jour, on se finance sur fonds d'épargne, et on est quand même pour le bien social. Donc on a une convention avec la Caisse qui fonctionne bien, on s'est mis d'accord sur les modalités économiques, mais ça permet a priori de produire du BRS sans contrainte sur l'ensemble du territoire francilien. Pour qui fait-on de l'accession accompagnée à la propriété? Le premier type d'accédants, ce sont des accédants très modestes. Ces accédants très modestes, en fait, ils sont complètement captifs sur les marchés tendus et ils ne peuvent pas acheter. Le fait de dissocier le foncier de l'immobilier leur permet de diminuer en fait le coût d'achat et donc de rentrer dans les clous de l'accession à la propriété. On voit aussi juste après une catégorie qui est une catégorie dite modeste. La catégorie modeste, c'est quoi son rêve? C'est d'être propriétaire, mais sans être étranglé. Troisième catégorie, c'est une catégorie qui est une catégorie dite libre, c'est-à-dire peut-être vous et moi. On n'a pas envie forcément de mettre tous nos œufs dans le même panier. Et du coup, le fait d'avoir une minoration de l'accession à la propriété sous réserve de quelques contraintes, mais qu'on a l'habitude de gérer, ne nous inquiète pas outre mesure, et donc on peut y aller. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des mobiles. Les mobiles, c'est ceux qui font plusieurs logements en accession à la propriété au cours de leur vie. On sait que 5 ans, 6 ans, 7 ans après, on va le revendre. La moyenne d'occupation d'un logement en accession à la propriété pour des cadres, c'est de 7 ans et quelques. Les évolutions comportementales de l'accédant à la propriété, c'est tout simplement de penser non plus en termes de patrimoine, mais en termes d'usage. Les jeunes générations, ceux qui ont 30 ans à 40 ans maintenant, considèrent qu'ils ne sont plus propriétaires pour être propriétaires d'un bien ancré sur un territoire, mais tout simplement pour avoir un droit d'usage beaucoup plus large que la condition de locataire. Ces évolutions comportementales sont à la fois basées sur les usages, mais aussi sur la nécessité d'avoir des communs. Et la mise en commun, c'est la mise en commun d'aménités immobilières et aussi urbaines, et aussi d'aménités servicielles. Donc on a une évolution très nette des comportements dans l'accession à la propriété. On est passé dans l'ère de la fonctionnalité, de l'économie de la fonctionnalité. Là où c'est perturbant, c'est que l'économie de la fonctionnalité, quand elle est seule, ne valorise que l'usage, et la valeur de l'usage est donnée à celui qui est propriétaire de l'usage. Et ça nous oblige derrière également à imaginer que le concept dans lequel nous sommes depuis de multiples années, le concept patrimonial,
doit évoluer pour que nous ayons des conditions d'accès au logement, c'est-à-dire des droits d'entrée, et des conditions de sortie, c'est-à-dire des droits qui sont liés à la revente, ainsi que des conditions d'usage, qui elles aussi soient multifonctionnelles. Mabod Guigui, directeur juridique de Link City au sein du groupe Bouygues Construction. Vous avez essayé d'utiliser à droit constant et d'inventer une innovation. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? C'est un peu difficile de venir parler d'un concept car, puisque le concept car, il n'existe que dans l'atelier de son concepteur et il ne roule absolument pas et personne ne l'a jamais vu rouler. C'est pas pour autant qu'on pense qu'il ne roulera jamais. Donc, quelle est cette expérience? Nous, on a voulu, en tant que promoteur immobilier, non pas en tant qu'investisseur, on a voulu inventer quelque chose qui puisse fonctionner sans remettre en cause ni le prix d'acquisition du terrain, ni le prix de construction, ni la marge du promoteur, mais arriver à vendre un logement à 20% moins cher. On a découvert qu'on pouvait vendre moins cher si on arrivait à dissocier. Alors, le foncier, on ne peut pas le dissocier. Donc, nous, on a pensé dissocier les murs de l'intérieur du logement. Pour dissocier les murs de l'intérieur du logement, il faut inventer le droit qui est dans le logement. Et puis, il faut essayer d'échapper à la copropriété, puisque s'il y a une copropriété, j'ai des parties communes et donc je ne peux plus faire cette dissociation. Je vous parle d'un concept car. Nous avons le projet d'acte de vente, nous savons comment on peut hypothéquer le bien pour se financer. Nous avons exactement le cahier des charges pour le fonctionnement de cet immeuble. Nous avons rédigé jusqu'aux modalités d'intervention de ces habitants de cet immeuble qui sont propriétaires de droits à l'intérieur de leur logement sans être copropriétaires. Et puis, pour que le projet marche, on a pris une société de sondage d'opinion pour aller consulter un panel de gens cibles. Notre cible était des jeunes cadres, seuls ou en couple, qui ont assez d'argent pour pouvoir, qui ont envie d'habiter dans une grande ville, genre dans Paris, dans Lyon. Ce qui ressort de ce sondage, c'est que tout le monde est intéressé. Quand on leur dit « est-ce que vous êtes prêt à acheter un logement 20% moins cher ?», tout le monde est d'accord. Tout le monde le veut. En plein cœur de Paris aussi. En plein cœur de Paris, évidemment. Tout le monde est d'accord et c'est un petit calcul. Je paye un peu plus que le loyer, mais je suis propriétaire. Et puis, dans le sondage, apparaissent des éléments un peu compliqués. C'est-à-dire que dans le sondage, on a des gens qui disent « bah oui, mais est-ce que mes enfants », ça c'est une phrase que je sors du verbatim, « est-ce que nos enfants ne vont pas nous dire qu'on était des parents indignes parce qu'on n'a pensé qu'à nous ?» Alors là, on se dit, là, le sens de la propriété, c'est-à-dire l'investissement psychologique dans la propriété comme étant un élément d'héritage et de succession a quand même un impact très très fort. Et simplement, nous n'avons pas réussi à trouver le modèle financier qui permette, en rémunérant un TRI, pas un TRI de la Caisse des dépôts, mais un TRI d'investisseurs du marché. Qui est moins élevé, c'est ça? J'espère que le TRI de la Caisse des dépôts est moins élevé. Enfin, j'espère qu'il est moins élevé. Mais les investisseurs que nous avons interrogés, et qui sont tous autour de 5 à 6%, parce que même si c'est du logement, ou disons 4 à 5% de TRI, comme c'est un produit nouveau et qu'ils ne savent pas comment ça va être le marché de seconde main de ce produit, font que je n'arrive plus à rattraper mon écart de 20%. Mais nous travaillons encore sur le sujet, nous n'avons pas abandonné. D'accord, vous n'avez pas abandonné l'innovation. Pas du tout, okay. Pas du tout. Vous représentez la Confédération du Crédit Mutuel. Vous avez pris une position extrêmement offensive, c'est ce que vous me disiez en préparant cet atelier, pour accompagner les ménages dans justement un droit dégradé de la propriété, qui sont le financement des BRS. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Quel était votre processus de maturation? Le Crédit Mutuel s'est intéressé à ce montage OFS-BRS. Le Crédit Mutuel
à une certaine culture, pour ne pas dire une culture forte, du financement du logement social et du financement des accédants à la propriété dans le logement social. Et le plus dur dans un organisme bancaire, comme peut-être ailleurs, le plus dur, c'est pas toujours de convaincre les forces commerciales, c'est d'abord de convaincre la direction des risques, la direction des engagements, la direction juridique. Il fallait lever tous ces blocages. Nos informaticiens se sont appropriés ce dispositif et le Crédit Mutuel est en ordre de marche pour financer les preneurs de BRS. Alors on a décidé d'y aller franchement. Alors, franchement, ça veut dire quoi? Bien sûr, on se réserve... et ça fait partie de notre métier, de notre responsabilité, de vérifier que les preneurs de BRS sont finançables. Mais contrairement à certains dont je vais taire le nom, on va y aller franchement au sens où on va décliner notre offre de la manière la plus classique. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer qu'on finance le bâti et que par ce biais-là, on va pénaliser l'emprunteur en lui demandant un apport personnel supérieur à ce qu'on pourrait demander pour un financement classique ou en lui proposant un taux d'intérêt bien supérieur, là aussi, à ce qu'on ferait si c'était une acquisition classique. J'espère que la communauté bancaire dans son ensemble s'appropriera ce dispositif. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas la majorité des banques qui s'intéressent encore à ce dispositif. J'ajoute, pour être complet si vous me le permettez, ce qui est important en matière de financement à l'habitat, c'est les garanties. Alors bien sûr, on a l'hypothèque sur le bâti, mais c'est vrai que plus de 50%, je suis désolé pour mes amis notaires, mais plus de 50% des financements à l'habitat sont garantis par des cautions. Et ce qui est important, c'est d'avoir la position des sociétés de caution. En ce qui concerne le Crédit Mutuel, on a bon espoir de convaincre également notre société de caution interne. Xavier Lépine, vous êtes président de La Française, qui est un groupe qui a imaginé, là aussi dans le droit commun, une différente forme de propriété, la flex-propriété. Effectivement, c'est inscrit dans le droit constant et aucune subvention d'aucune sorte de qui que ce soit. Le dispositif qu'on a cherché à mettre en place, c'est de raisonner par rapport aux revenus des gens. C'est-à-dire quel est dans le profil de vie des gens, comment ça se passe. Ils ont une période d'activité et ils ont une période de retraite. Il se trouve que la retraite dure beaucoup plus longtemps qu'avant. Et donc on a cherché à mettre en place un système où finalement la charge de logement propriétaire corresponde à la charge de revenus des gens. Donc autrement dit, un dispositif d'accession à la propriété où la charge de remboursement du prêt soit identique au loyer que la personne paye. Voilà. Un loyer, vous le payez toute votre vie. Un crédit, vous le payez pendant, mettons, 20 ans. Et ensuite, vous avez juste votre charge locative. Alors, comment est-ce qu'on fait d'abord, le raisonnement, c'est de combien faut-il baisser le prix, finalement, pour arriver à ça. C'est pas 5%, c'est pas 10%, c'est pas 15%, c'est aujourd'hui, dans les zones tendues, entre 30 et 40%. Donc, il faut baisser 35% les prix pour pouvoir créer la même chose qu'un loyer. Donc, on a, à droit constant, il y a effectivement l'amphithéose, et on dit à la personne, vous achetez pour 50 ans, et c'est là où on diffère, nous on est allé jusqu'au bout, et on a vu si les gens achetaient. Donc on a mis en place un système où en disant, vous avez mettons 35 ans, vous achetez pour 50 ans. Si vous vivez plus longtemps, vous restez bien évidemment dedans à titre gratuit. Et le bien, vous l'achetez pour 50 ans, ça va vous coûter... on va dire, dans l'exemple, 70% du prix. Donc si vous achetez 70% du prix à crédit, ça va vous faire une certaine charge de remboursement pendant 20 ans de votre crédit qui va être identique à votre loyer. En plus, le loyer, il est indexé dans le temps, alors que votre crédit, vous le remboursez constant. Donc rapidement, ça vous coûte moins cher qu'un loyer. On dit à cet acquéreur, vous achetez, mais
tous les ans, la valeur de votre bien va diminuer de 2% par an, puisque vous l'avez acheté pour 50 ans. 50 fois 2, ça fait 100. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vendez au bout de 10 ans. Votre crédit, vous l'avez remboursé pratiquement à 50%. Ça vous a coûté la même chose qu'un loyer, mais vous repartez avec un chèque puisque je vous le rachète à 80% du prix, puisque vous l'avez utilisé 10 ans. Donc je vous le rachète à 80% du prix que vous l'avez payé, mais vous avez remboursé 50% à votre banque. Donc vous partez avec un chèque de 30%. Si vous êtes resté avec un loyer, vous avez tout perdu. Donc la différence, c'est que vous avez constitué un apport, vous avez constitué une épargne sur la différence entre le remboursement du crédit et le loyer que vous auriez payé à fonds perdu. C'est le concept. On l'a mis en place avec notre actionnaire qui n'est pas la Confédération, mais le Crédit Mutuel Nord-Europe, qui est un des crédits mutuels, et dans le nord de la France. Alors on a 200 familles qui aujourd'hui ont acheté comme ça. Le gros... Puis vous êtes dans la banlieue immédiate de Lille. Enfin, oui, enfin, le gros des clients, effectivement, c'est dans les zones tendues des Hauts-de-France. Il n'y en a pas beaucoup de zones tendues. Même si on adore ce département, naturellement. Mais c'est effectivement la famille Piu-Piu. Et puis c'est curieusement des gens qui ont 50 ans, qui se disent, on va enfin habiter là où on veut, quoi. Les enfants, ils sont partis, on préfère les aider autrement que de leur transmettre dans 30 ans. Najwa Benfella, vous êtes directrice des financements à la Banque des Territoires, qui est une structure de la Caisse des dépôts en Île-de-France. Comment alors forcément vous intervenez en dernier, comme ça vous avez sur un marché qui n'est pas évident. Encore merci infiniment de m'avoir invité, parce que d'une part j'ai appris plein de choses, et d'autre part je vais repartir avec plein d'idées. Peut-être sur la manière dont nous on a accueilli le financement des organismes de foncier solidaire, et Monsieur Chevet est là, et on regarde ces bêtes-là un peu bizarrement au départ, quand même. Faut quand même bien l'admettre, et vous le savez, on les regarde. Est-ce que vous avez souffert, Christian? On a dû se mettre d'accord au bout d'une quinzaine de réunions, je sais pas. Mais on s'aime toujours. C'est ça qui est beau. Mais c'est beau, c'est que ça s'est concrétisé quand même. Tout à fait, mais je rejoins effectivement mon ami banquier dans la douleur de nos risques, dans la douleur d'un certain nombre d'éléments. Donc évidemment qu'on regarde ces constitutions de nouvelles structures de façon un peu étrange, parce que c'est nouveau, parce que c'est pas doté de fonds propres ou pas encore, en tout cas, et que le modèle économique il est progressif et qu'il emporte un certain nombre d'obligations dont il faut vérifier que l'organisme constitué saura les satisfaire. Il pose la question demain des copropriétés dégradées, il pose la question de la solvabilité in fine, et il pose la question de la responsabilité de cette dotation-là, parce que, vous le disiez, nous on prête à 80 ans, donc comme a priori on va pas disparaître immédiatement, ou en tout cas les financements vont être pérennes, il pose vraiment la constitution de comment on regarde ces bêtes-là, et donc quelles sont les exigences et comment on peut s'adapter. Alors en plus, c'est un monde du logement social qu'on connaît bien, c'est un monde bien installé, avec des fonds propres bien établis, et habituellement on n'a pas ce genre de questions. Parce qu'évidemment, les bailleurs sociaux, ils savent faire, et puis ils ont une dotation. Finalement, dans le modèle économique de l'OFS, ce qu'on ne veut pas, c'est thésauriser des fonds propres pour rien. Puisqu'en l'occurrence, il faut que les fonds propres soient constitués au fur et à mesure, pour être très clair, pour pouvoir permettre de satisfaire aux obligations. Mais ça ne sert à rien de faire dormir l'argent et de demander à l'ensemble des actionnaires autour de la table de doter énormément de fonds propres au cas où. Voilà. Finalement, les opérateurs qui vont s'engager vont venir, le cas échéant, se substituer, ou en tout cas, si les dotations de fonds propres ne sont pas présentes, vont assurer la continuité. Et ça permet de boucler. Et ça permet de boucler les engagements, et ça permet de libérer un foncier et un financement sur 80 ans. Ça vient accompagner. On est aussi extrêmement attentif, et parfois on peut être perçu comme étant allant un peu loin, c'est sur la solvabilité finale. Voilà. Et nous, on va regarder combien de temps il va avoir cet emprunt, quel est le montant de la redevance foncière, et comment on va se débrouiller, le cas échéant, pour intervenir sur les travaux de copropriété une fois que la décennale est passée, une fois que les bâtiments vont évoluer, parce que, a priori, vous l'avez tous démontré et dit aujourd'hui, le taux de rotation est tel que finalement l'hypothèse est très simple, il y aura toujours une redevance foncière et il y aura toujours une annuité qui va avec. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure que tout ça soit très cohérent. Du coup, on a un peu bougé nos lignes et qu'on se positionne aussi en tant qu'investisseur potentiel. On amène
des fonds propres, évidemment, parce que c'est un modèle un peu particulier qu'il faut solvabiliser et que l'investisseur de long terme que nous sommes nous intéresse. C'est vrai que le rôle de la Caisse de dépôt, c'est vraiment le tiers de confiance sur ce type de nouveau schéma. Je veux dire que les personnes physiques, quand elles achètent, un truc aussi novateur que le BRS, le BRL, la flexi-propriété, toute forme de démembrement dans le temps ou dans l'espace, ça interroge. Ça, c'est clair. Donc, l'acquéreur, il a besoin d'être assuré. Pareil, l'investisseur, le fonds de pension, la caisse de retraite, la compagnie d'assurance, a besoin de se dire, bon, est-ce que la caisse y va ? C'est vrai que là, on a présenté plusieurs modèles finalement de solutions d'accession à la propriété construits un petit peu sur des baux, hein, sous différentes formes. Parce que je voudrais quand même rappeler, je vais parler pour le BRS évidemment, la grande différence quand même entre le BRS et puis un bail du type française, ou je pense ce que le monsieur de chez Bouygues proposait, c'est que le BRS se recharge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépréciation du bien plus on approche de l'échéance du bail, ce qui fait quand même une différence énorme. Quand on a acheté un logement en BRS, on a un bail réel solidaire. C'est la seule pièce qu'on a. On n'a pas d'acte de propriété, sinon un droit au bail, dont on est propriétaire, qui est un droit réel, qui se transmet sans problème, sans décote, parce qu'il n'y a pas d'échéance finalement. Et donc le bien, évidemment, est anti-spéculatif dans la mesure où le prix de vente est maximum et fixé par l'OFS. Donc, Najwa Benfella, comment vous voyez les choses à la lumière de l'expérience BRS? Bon, en même temps, la Banque des Territoires, c'est une structure assez récente quand même dans l'histoire de la Caisse. Qu'est-ce que vous feriez comme recommandation sur la définition des OFL? Moi, j'aurais tendance à revenir sur l'idée quand même du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'on n'a pas encore pris assez de recul sur les OFS pour en mesurer leur taux de pénétration dans le marché, leur fonctionnement, les allers-retours, les modalités de financement. On voit qu'on a travaillé collectivement et c'est très bien, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on ait suffisamment de retours d'expérience. Tout à l'heure, en introduction, on parlait du Brilot. On a été de temps en temps sollicité sur du Brilot, mais objectivement, quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Finalement, on a toujours la chance, un peu en France, d'avoir un monde du logement social qui teste des choses avant d'élargir plus massivement. Peut-être que ma seule préconisation, pour faire assez court, parce que le temps file, c'est prenons juste le temps de collectivement faire un réel retour d'expérience et de vraiment mesurer. Voilà. Michel, je voulais vraiment que vous preniez quelques minutes en conclusion, on en était convenu, avec Maître Tixier, de tracer les lignes à la lumière de l'échange de ce que pourrait être un BRL. Moi, sur la question du droit de propriété, aujourd'hui, je n'ai pas en fait de conviction faite. Je pense que c'est un sujet tellement important que ça nécessite de se réinterroger pour voir ce qu'il convient de faire. Et sur les OFL et les BRL, moi, la préconisation que je ferais, regardons déjà bien ce qui a été fait dans les OFS et BRS. Et je peux vous dire, pour travailler actuellement sur le BRS qu'on va mettre en place à Paris, enfin les premiers BRS qui vont être mis à Paris, on a plein de questions qui se posent. Alors qui se poseront peut-être pas probablement de la même manière pour le BRL, mais qui nécessite donc d'être traité et d'être amélioré dans le cadre du BRS. Donc ce sera ça ma conclusion personnelle. Oui, c'est important. C'est important de réfléchir à des nouveaux modes d'accession à la propriété, mais prenons le temps d'y réfléchir. Il y a un sujet très important, c'est la valeur du terrain lorsqu'on répond à des consultations de charges foncières. Parce que en région parisienne actuellement, la plus grosse partie de la production de l'immobilier qui sont faites par les grands promoteurs, la plus grosse partie vient des consultations qui sont lancées soit par des collectivités, soit par des aménageurs, et puis quelquefois par des industriels. On met ça de côté.
Et alors Jean-Luc Lallès va très loin dans sa proposition, parce qu'il veut interdire la consultation. Donc je ne sais pas du tout si c'est possible, peu importe, mais il est certain que la marge du promoteur, qui peut parfois faire fantasmer, la marge du promoteur fond immédiatement lorsqu'il y a une consultation et qu'il y a une concurrence entre 30 promoteurs pour acheter le terrain le plus cher possible. Et donc, quels que soient les montages innovants qu'on trouve, ces montages fondent, leur valeur intrinsèque fond avec l'absorption du prix du terrain. Voilà. Donc cette proposition qui est dans le rapport est très très importante. On est en train de parler de nouveaux modes de détention de son logement, mais si on continue à avoir comme référentiel la propriété classique, pleine, entière, perpétuelle, avec tous ses attributs, on fait forcément fausse route. On voit bien que la française, j'ai une durée plus courte, mais je dispose plus facilement. BRS, j'ai une durée qui se recharge, mais j'ai des attributs que je n'ai pas en termes de libre disposition, de libre usage. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment abandonner le référentiel de la propriété au sens classique. Quand on se pose la question de où construire, il faut probablement aussi réinterroger totalement le droit de propriété. Quand on parle de construire sur les murs, sur les toits, et dès qu'on va travailler dans l'existant, là aussi, il y a un certain nombre de blocages qui sont liés à l'idée qu'on a du droit de propriété. Et je pense que cette idée, il faut qu'on la fasse évoluer.